Donc bonjour à tous, c'est Séverine Erel, maître de conférence en psychologie cognitive et ergonomie à l'université Rennes 2. Donc aujourd'hui, j'ai la lourde mission de vous parler en fait de cyberharcèlement. Je vais commencer par un point anti-stigmatisation. Donc aujourd'hui, l'idée c'est pas de dénigrer de manière très générale les écrans, mais juste de convenir que les écrans c'est des pratiques et des activités dans une population donnée, dans un contexte situé. Et malheureusement, parfois, il y a de mauvaises pratiques avec les écrans, et en particulier le cyberharcèlement. Donc le cyberharcèlement, alors je vais commencer juste par faire un point autour des chiffres pour comprendre un peu face à quoi on est aujourd'hui par rapport à l'usage des jeunes et du numérique. Donc il faut savoir que le premier téléphone portable, c'est 9 ans, 9 mois. Donc c'est une enquête récente qui a été faite par l'association Open, qui montre que le premier téléphone portable arrive en moyenne à 9 ans, 9 mois. Un compte sur les réseaux sociaux, donc ils sont 86% des 6-18 ans à avoir un compte. Et si on regarde, 67% en primaire, 97% des collégiens ont un compte, au moins un compte sur les réseaux sociaux. Ça va trop vite pour moi. Et je voudrais bien revenir en arrière. Est-ce que c'est bon? Oui. Et 96% des lycéens. Ceux qui jouent seuls dans les jeux vidéo en ligne, de type Fortnite, donc ils sont dans des mondes ouverts où ils peuvent discuter avec d'autres gens, il y a 33% des 8-9 ans, 61% des 10-14 ans et 67% des 15-17 ans. Donc voilà pour l'état des lieux. Où est-ce qu'on en est sur les cyberviolences? Donc il y a une étude en fait de la DEP en 2023 qui montre que 28% des collégiens ont eu au moins une forme de cyberharcèlement dans l'année et 20% ont subi au moins une forme répétée de cyberharcèlement dans l'année. Et on retrouve plus de filles victimes de cyberharcèlement que de garçons, de cyberviolence que de garçons. Par contre, on voit que chez les garçons, on les incite ou on leur montre plus facilement du porno sans consentement que les filles. Donc voilà pour l'état des lieux, je vais continuer un petit peu là-dessus. Si on parle du cyberharcèlement en particulier, 24% des 8-18 ans ont déjà été confrontés au moins une fois au cyberharcèlement. Les auteurs, en fait, dans cet échantillon qui a été fait dans cette enquête qui a été réalisée par e-Enfance, on va retrouver en fait 6% de l'échantillon de ces jeunes qui reconnaissent avoir été auteurs d'actes de cyberharcèlement ou d'avoir participé. 87% des concernés comprennent les conséquences de leurs gestes, néanmoins 30% réitèrent. Sur les victimes, donc dans les 24%, 52% ont été perturbés par des insomnies ou des troubles de l'appétit ou des sentiments de désespoir, 51% ont eu des difficultés scolaires et 31% ont eu des pensées suicidaires. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous amener un petit peu à comprendre quels sont les facteurs de risque chez les victimes, quels sont en fait ce qui va prédisposer les auteurs à devenir auteurs, quelles conséquences ça va avoir chez les victimes, et puis également quel type de prévention on peut mettre en place ou quel type d'action on peut mettre en place auprès des jeunes qui sont dans ces situations de cyberharcèlement, soit comme victimes, soit comme auteurs. Avant de commencer, il faut comprendre ce qu'on entend par cyberharcèlement et cyberviolence, parce que c'est vrai que des fois, ce n'est pas évident de déterminer ce qu'est une cyberviolence d'un cyberharcèlement. Donc la cyberviolence, c'est le terme un peu général pour décrire les actes agressifs dans le monde numérique. Donc c'est la réalisation de violences via des systèmes numériques, avec des conséquences physiques, sexuelles, psychologiques ou encore économiques. Et donc la particularité de ces violences, c'est d'exploiter des caractéristiques ou des vulnérabilités des individus qui en sont victimes. Donc il y a pléthore de formes de cyberviolence. Alors on retrouve le flaming, donc c'est mettre par exemple des messages haineux en ligne pour susciter des interactions et amener en fait à dénigrer une personne. On va retrouver le cyberharcèlement que je vais définir un peu plus tard, le cyberstalking qui est une forme de traque en ligne, le dénigrement, l'usurpation d'identité, le fait de piéger une victime pour révéler des informations personnelles sur sa personne, le fait d'exclure ou d'ostraciser un individu dans un groupe en ligne, par exemple sur les groupes WhatsApp. Donc il y a des ados qui sont par exemple sortis des groupes WhatsApp de manière un peu arbitraire et qui sont en souffrance psychologique par la suite. Le happy slapping, donc c'est une pratique qui consiste à filmer un copain en train de frapper un autre individu.
Le revenge porn que vous connaissez, donc là c'est le fait de poster des contenus intimes. Le doxing c'est révéler des informations personnelles, et la sextorsion c'est le fait de mettre la pression sur quelqu'un, de le manipuler pour obtenir des photos à caractère sexuel. Donc beaucoup de formes de violence. Pour trouver des formes de violence, visiblement, il y a une vraie créativité, et ce serait tellement bien si on pouvait trouver des nouvelles formes de chats, parce que ça nuirait à beaucoup moins de gens. Sur la question du cyberharcèlement en particulier, alors je suis très contente qu'on en ait un peu parlé ce matin, enfin on en a parlé subtilement parce qu'on a parlé plus de harcèlement. Moi, en fait, je vais vous parler plutôt de cyberharcèlement, c'est ce qui se passe réellement en ligne. Donc c'est un comportement agressif, intentionnel, répété, avec une asymétrie de pouvoir entre les auteurs et les victimes, en utilisant une technologie électronique comme support. Donc la répétition, on considère dans le cyberharcèlement que c'est un critère périphérique, c'est-à-dire que ce n'est pas essentiel pour qualifier un comportement de cyberharcèlement. Parce qu'on peut avoir une information qui apparaît une seule fois, mais qui va avoir des conséquences très envahissantes. Certains auteurs dans la littérature vont suggérer des caractéristiques supplémentaires. Donc le côté 7 jours sur 7 de l'intimidation, le degré d'anonymat qui n'est pas possible quand on est dans des situations de harcèlement traditionnel, ou encore l'exposition potentielle de la victime et l'embarras à très grande échelle. Dans le cyberharcèlement, on va retrouver la cyberintimidation ou la cybertraque. Donc la cyberintimidation, on parle de cyberbullying en fait en anglais, c'est l'utilisation de technologies pour insulter, embarrasser la personne dans ses publications, lui envoyer des messages, prendre son identité, créer des faux comptes pour venir l'embêter, etc. La cybertraque, on parle de cyberstalking. Ici, en fait, c'est publier des commentaires insultants sur des faux comptes, venir marquer la victime dans des publications négatives, et c'est aussi utiliser des systèmes de géolocalisation pour justement faire de la traque. Donc, par exemple, vous avez des systèmes de géolocalisation dans Snapchat, via la Snap Map, et ça, en fait, ça peut être un outil qui peut être utilisé pour traquer une victime. Qu'est-ce qui se passe chez les victimes de cyberharcèlement? Alors vous allez me dire, logiquement, ils ne vont pas très bien. Mais concrètement, en fait, comment ils le vivent? Chez les victimes de cyberharcèlement, on va retrouver des associations positives significatives entre des actes de cyberharcèlement et des symptômes de dépression. Donc, et plus fort chez les filles, et chez les filles en particulier un peu plus âgées, donc autour de 16 ans. On va retrouver également, associé aux actes de cyberharcèlement, un sentiment de peur et d'anxiété, de la détresse émotionnelle, parfois des symptômes de stress post-traumatique ou des troubles psychiatriques, donc type anxiété. On va avoir des tentatives de suicide ou des pensées suicidaires, de l'automutilation qu'on va retrouver plus favorablement chez les filles. Parfois, ça peut découler également sur l'usage de substances, en particulier la drogue et l'alcool, qui peuvent servir en fait probablement à gérer ces états de détresse. Et parfois aussi, une des conséquences de ce cyberharcèlement, ça va être des comportements agressifs. Au niveau scolaire, le cyberharcèlement a aussi des conséquences. Et ça aussi, c'est connecté à l'état de santé mentale des individus. Donc on va retrouver des problèmes d'absentéisme à l'école. Donc c'est des personnes qui vont en fait s'extraire du milieu scolaire pour être tranquilles. C'est associé également, le cyberharcèlement, le fait d'en subir à une faible réussite académique. Donc, quand on n'est pas serein en fait, dans le milieu scolaire, forcément, ça nuit aux apprentissages, et un sentiment d'insécurité à l'école. Qu'est-ce qui va en fait constituer des facteurs de risque de devenir victime de cyberharcèlement? Donc, être de sexe féminin, appartenir à la communauté LGBTQIA+, être une fille entre 16 et 18 ans, est un facteur de risque. Avoir un usage problématique du numérique ou des jeux vidéo est un facteur de risque. On retrouve aussi, associé au fait d'être victime de cyberharcèlement, de l'anxiété, des problèmes d'estime de soi. On va retrouver aussi dans le profil des victimes des maltraitances ou des négligences parentales ou des situations de dysfonctionnement familial. Donc c'est des personnes qui sont en situation de fragilité. On peut retrouver aussi chez les victimes de cyberharcèlement comme facteur de risque des handicaps physiques, des préoccupations autour du poids, voire même des TCA.
Et on retrouve aussi chez elles, et ça c'est important aussi, et ça renvoie un peu à la présentation de ce matin, des formes de cyberharcèlement traditionnelles. Donc, à travers la littérature, ce que l'on constate, c'est que entre un tiers et la moitié des adolescents qui sont harcelés en milieu scolaire le sont aussi en ligne. Qu'est-ce qu'il en est en fait, et qu'est-ce qui amène certains adolescents? Quels sont les facteurs qui vont amener en fait certains adolescents à devenir cette fois-ci auteurs de cyberharcèlement? Donc, la réalisation d'actes de cyberharcèlement, elle est associée positivement au genre masculin, c'est plus favorablement des garçons, de milieux socio-économiques défavorisés, donc ça renvoie à ce que disait Nicole ce matin. On a aussi des usages problématiques des réseaux sociaux et des jeux vidéo chez ces personnes-là, des troubles externalisés du comportement, c'est-à-dire des comportements impulsifs et agressifs. On va retrouver parfois aussi des comportements de type antisociaux, des déficits d'empathie, voire aussi des volontés de vengeance. On retrouve chez le cyberharceleur aussi une plus faible estime de soi et aussi des antécédents de harcèlement et de cyberharcèlement. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que de victimes, ils peuvent basculer et devenir eux-mêmes auteurs de cyberharcèlement. Le fait d'être socialement exclu aussi va être associé, en fait, va disposer à devenir harceleur. On va retrouver aussi dans ces profils-là, associés aux actes de cyberharcèlement comme auteurs, de la maltraitance psychologique parentale ou du désintérêt parental. Et puis aussi certains types de troubles psychologiques, de la dépression, des comportements, enfin des troubles borderline ou encore de l'anxiété. Ce qui est intéressant quand on travaille sur le milieu du numérique, c'est de se rendre compte que la technologie, elle n'est pas 100% neutre. Donc la technologie, elle n'est pas construite pour créer des cyberharceleurs. Par contre, il y a en fait des technologies qui vont amplifier les violences en ligne. Et ça, c'est important d'avoir cette réflexion, parce que si on veut aborder la question du cyberharcèlement, il faut aussi se dire que oui, il y a des facteurs de fragilité chez certains, donc chez les auteurs, il y a des facteurs de fragilité chez les victimes, mais il y a aussi des technologies qui pourraient éventuellement être modifiées pour limiter en fait cet effet amplificateur des violences en ligne. Donc on va retrouver par exemple comme amplificateur de violences en ligne tous les profils qui sont possibles, auxquels on peut accéder de manière publique. Donc quand on met son profil Instagram en public, on s'expose à des comportements de cyberharcèlement. La possibilité de modifier les posts, c'est une fonctionnalité qu'on retrouve par exemple sur Discord. En fait, c'est aussi une fonctionnalité qui peut jouer le rôle d'amplificateur de cyberharcèlement, parce qu'ils modifient en fait les posts et après ils disent « non mais j'ai jamais dit ça ». Et puis personne ne peut tracer. Le fait d'utiliser les mentions pour appeler des groupes d'utilisateurs, donc sur certains groupes on peut retrouver des appels généraux, sur Facebook c'est le cas, ou sur Discord, là aussi ça peut être un amplificateur des violences en ligne. Et ça peut amener à des comportements qu'on appelle le dogpilling. Donc le dogpilling, c'est quand on harcèle quelqu'un et on mentionne tout un groupe pour qu'il vienne s'en prendre à la victime. Donc c'est l'attaque de chien, en fait, en gros, je dirais ça comme ça. L'algorithme aussi, dans sa manière de fonctionner, il va être conçu pour amplifier l'engagement et l'accès à des contenus sensationnels. Et donc quand on est face à des situations de cyberharcèlement, qui parfois sont vues comme des situations de clash, en fait l'algorithme, il va mettre en avant ce contenu sensationnel parce qu'il est construit comme ça. Il voit qu'il y a beaucoup d'engagement, il va remonter ce contenu. Le chiffrement des échanges et le pseudonymat peut aussi renforcer le sentiment d'impunité. L'intelligence artificielle, elle peut aussi jouer un rôle clé dans la réalisation des cybertracks. Et aussi l'accès à des mondes ouverts en ligne, donc le fait de pouvoir discuter avec tout le monde, comme c'est le cas par exemple sur Fortnite, peut accélérer en fait des violences en ligne. Il y a d'autres designs qui sont beaucoup plus neutres, mais qui vont aussi jouer sur le cyberharcèlement, et en particulier le design de sites qui reposent sur la popularité. Donc par exemple, Snapchat, quand tu es populaire, tu vas recevoir des flammes, etc. Et en fait, ça peut être un outil qui va accélérer le cyberharcèlement.
On en parlait un petit peu ce matin, on est vraiment dans une perspective un peu biopsychosociale, mais aussi donc l'environnement, la société peut aussi augmenter la probabilité de violence, de cyberviolence. Donc les normes sociales, il y a des sociétés où la violence elle est plus tolérée. Les sociétés américaines, par exemple, sont plus violentes que nos sociétés européennes, et puis la société française est peut-être plus violente que d'autres pays européens, donc par exemple l'Italie. Les disparités économiques et éducatives aussi peuvent augmenter la probabilité de cyberviolence. Donc dans les milieux défavorisés, les individus sont plus exposés à commettre ou à subir des cyberviolences. L'instabilité politique et la répression gouvernementale, donc les pays où il y a une forme d'instabilité politique sont plus enclins à la cyberviolence. L'anonymat ou l'impunité perçue en ligne, donc l'anonymat perçu, dans les espaces numériques favorise l'engagement dans les comportements cyberviolents, et la disponibilité ou encore l'accessibilité de la technologie, donc le fait qu'on puisse accéder facilement à certaines technologies, et donc là tout le monde peut regarder par exemple son portable qui est toujours un peu à proximité, va favoriser les comportements de cyberviolence. Qu'est-ce qu'on peut faire contre la cyberviolence? Donc déjà on peut envisager de faire de la prévention. Donc la prévention, ça a été un peu trop vite pour moi peut-être. La prévention. Donc dans cette prévention, l'important c'est d'amener pour moi les parents, c'est-à-dire former les parents à l'utilisation des réseaux sociaux pour qu'ils comprennent un peu ce que font leurs enfants et qu'ils s'y intéressent de plus près et qu'ils mettent en place des normes d'usage. Les méthodes disciplinaires aussi dans les écoles sont importantes. Et l'idée des règles de classe, donc on parlait tout à l'heure de temps d'échange en fait dans la classe, donc qui peut être l'occasion de rappeler en fait qu'il y a des comportements qui ne sont pas adaptés. Et aussi une gestion qualifiée de la classe par les enseignants. Donc on voit qu'il y a eu des recommandations qui ont été faites dans le programme phare, donc à voir dans quelle mesure en fait ça suffit pour aider les enseignants confrontés à ces situations. Également dans la littérature, ce qu'on retrouve, c'est l'idée de former les adolescents à l'autodéfense numérique. Donc c'est quoi l'autodéfense numérique? C'est je suis dans une situation de cyberharcèlement, qu'est-ce que je fais? J'utilise des systèmes de blocage. Donc je repasse en privé et j'utilise des plateformes de signalement. Je suis au courant de ce qu'est Pharos, de à quoi ça sert. Tous les systèmes de modération de tous les réseaux sociaux ne sont pas très efficaces. Néanmoins, Pharos, c'est pour tous les réseaux sociaux. Donc il ne faut pas hésiter à signaler en fait, dans ce contexte-là. La formation et développement de comportements prosociaux, ce serait, et c'est déjà en fait ce qui est proposé un peu dans certains contenus d'éducation aux médias ou ce qui est recommandé dans le programme phare, demander à avoir des interventions de témoins. Il faut comprendre dans la littérature que les témoins, les spectateurs de cyberharcèlement, parfois aussi sont en souffrance. Et une manière d'en sortir, c'est justement que certains se décident à venir en aide en fait à leurs camarades et disent bon ben voilà, maintenant tu as bien rigolé, mais ce que tu fais c'est inacceptable. Donc demander aux témoins d'intervenir en cas de violence sur les réseaux sociaux. Également, une sensibilisation aux conséquences légales peut être intéressante en termes de prévention. Donc déjà expliquer que l'anonymat en ligne n'existe pas, ce qui devrait calmer un certain nombre de personnes, et puis rappeler les peines et les amendes. Donc pour le cyberharcèlement, les peines et les amendes, elles sont en particulier majorées quand on parle des moins de 15 ans. Et je crois qu'on est autour de 20 à 30 000 euros d'amende, je crois, en cas de condamnation. Les plateformes numériques, elles ont aussi un rôle à jouer dans le cyberharcèlement. Donc oui, les parents ont un rôle à jouer, oui, les écoles ont un rôle à jouer. Il faudrait que les plateformes numériques s'en saisissent. Qu'on observe de leur part aussi plus de messages de prévention autour du cyberharcèlement. Qu'il y ait une réflexion sur les fonctionnalités que je vous ai énoncées préalablement, qui sont en fait des accélérateurs de comportements de violence en ligne. Également, on voit qu'il y a des expérimentations autour de l'intelligence artificielle pour limiter les situations de cyberharcèlement. Donc, par exemple, on a des expérimentations qui ont été proposées qui, quand on écrit un message haineux, lit le contenu du message et envoie en fait une indication comme quoi il serait préférable de ne pas poster en fait ce type de contenu. Donc vraiment retravailler là-dessus, dissuader l'envoi de messages haineux pour être intéressant. Et enfin, favoriser la collaboration entre des centres de santé mentale et les écoles pour développer des programmes de prévention serait effectivement très intéressant. Et quand je vois les contenus, par exemple, sur les pensées suicidaires, etc., donc faire du lien avec ça, ça me paraîtrait particulièrement pertinent.
Est-ce que c'est une bonne idée de supprimer les portables pour arrêter le cyberharcèlement? Donc une des raisons pour lesquelles on nous a dit supprimons les portables dans l'enceinte des collèges, donc ils étaient déjà interdits dans les cours, mais dans l'enceinte des collèges pour limiter le cyberharcèlement, en fait aujourd'hui on n'a pas de preuves qui montrent qu'il y ait un réel bénéfice pour ça. Pourquoi? Parce que le cyberharcèlement, en fait, il ne reste pas contingenté au collège. Il dépasse les portes du collège. Donc il y a une revue de la littérature qui a été proposée en 2024, qui a essayé d'étudier, qui a repris quelques études là-dessus pour voir s'il y avait un bénéfice de l'interdiction des portables dans les collèges pour contrer en fait le cyberharcèlement. Et donc on voit que c'est bénéfique dans 5 études, mais dans 2 autres études, on voit que le bénéfice est négatif, c'est-à-dire le fait de mettre en place une interdiction des portables dans les collèges a induit une augmentation des comportements de cyberharcèlement. Donc aujourd'hui, en fait, on n'est pas encore tout à fait au clair par rapport à ça, mais moi, j'aimerais mener des études là-dessus à Rennes, et j'essaye de contacter la DRAN pour pouvoir avoir des informations. Donc l'interdiction, en tout cas, elle n'est pas suffisante, à mon sens, pour contrer les comportements de cyberharcèlement. Ce n'est pas assez. C'est ma dernière diapo, hein, t'inquiète pas. Dernière chose, qu'est-ce qu'on fait en cas de cyberharcèlement? Donc pour moi, les interventions, elles sont systémiques. C'est-à-dire les parents, l'école, en fait, doivent intervenir. Même si le travail doit être fait malheureusement au milieu scolaire, alors ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que ça implique qu'on mette des fonds là-dessus et qu'il y ait des personnes ressources là-dessus, mais c'est difficile de faire autrement. En tout cas, il faut, en cas de cyberharcèlement, renforcer la surveillance de la victime et des auteurs en récréation, avoir un soutien explicite de la victime, proposer des mesures disciplinaires contre les auteurs des violences, informer les parents et travailler avec les parents. Impliquer en fait ces derniers dans les mesures éducatives pour qu'elles soient prolongées à la maison. Et aussi, et c'est ce qui est proposé dans le programme phare, et je pense que c'est à creuser encore, proposer des conférences de justice réparatrices avec les élèves et le personnel scolaire, c'est-à-dire faire des médiations de toutes les personnes impliquées dans le conflit, donc on parlait tout à l'heure de dynamique de groupe, et discuter de la situation et arriver en fait à une solution qui convienne à tout le monde pour se sortir de cette situation. Donc il y a plein de méthodes, par exemple il y a PICAS, dont on parlait ce matin, les méthodes PICAS, mais il y a d'autres méthodes, ça mériterait d'être testé, parce que je pense qu'il y a aussi des facteurs culturels qui influencent l'efficacité de ces méthodes. Voilà. Si dans le cadre du Cézanne, tu avais à formuler une recommandation. La première recommandation, c'est ce n'est pas parce que les portables vont quitter les établissements des collèges que le problème du cyberharcèlement va être réglé. Et ça, je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Deuxième chose, il faut des approches systémiques pour prendre en charge cette question du cyberharcèlement. Et en particulier aussi, il faut de l'éducation aux médias. Et ça, en fait, c'est un vrai trou dans la raquette aujourd'hui par rapport à l'éducation qu'on donne à nos enfants.